Et dans un instant, notre enquête du jour sur le livre qui vient de sortir, Apocalypse Now. Fillon a-t-il tué la droite? Pour l'instant, vous êtes, c'est assez mitigé sur mitigé, Facebook et Twitter, plus de 56% à dire oui, il a tué la droite. On en parle dans quelques instants avec Gérard Davet et Fabrice Lhomme, grand reporter journal Le Monde, auteur de ce livre, bien sûr, Apocalypse Now, les années Fillon, aux éditions Fayard, et avec Philippe Bilger. Restez avec nous, il est 9h23. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Oui, bon, messieurs, alors donc, bonjour. Oui, bonjour, Bonjour. à vous. Bonjour. Donc Gérard Davet, Fabrice Lhomme, tous les deux, et Philippe Bilger. Vous êtes levé tôt ce matin, mon cher Philippe Bilger. Bien sûr, mais le bonheur de parler d'un livre sur les années Fillon. Oui, c'est pas que les années Fillon. D'ailleurs, c'est un peu, c'est aussi la droite à travers. Oui, parce que c'est la suite un petit peu de ce que vous aviez déjà commencé en parlant de la droite. Tout à fait, oui. Tout à l'heure, Cécile de Bénibus parlait de Fillon a-t-il tué la droite? Oui. Nous, c'est aussi la droite a-t-elle tué Fillon? C'est-à-dire qu'en fait, Non, mais c'est vrai. On raconte vraiment, depuis 2007 à 2019, on raconte 12 années de haine, de guerre fratricide, d'embuscade, de traquenard. Ça va au-delà du cas Fillon, en fait. Ouais. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de messages. On va les lire avec Catherine, pas tous, parce qu'il y en a énormément. Mais il y a par exemple Catherine qui dit non, Fillon n'a pas tué la droite. Ce sont les concurrents qui l'ont tué, bien aidés aussi par les médias, etc. C'est le sentiment qui est d'ailleurs dans ce livre, quand même. Oui, exactement. On pourrait dire que c'est la droite qui a tué la droite. Je veux dire par là que Fillon, ça a été l'élément déterminant à la fin, à l'arrivée, qui a précipité la droite dans le fossé. Mais, et c'est ce qu'explique, je pense, le livre de manière claire et développée, avec pas mal de révélations sur plein de points qui étaient un peu dans l'ombre jusqu'alors, c'est que tout ça, c'est le processus, c'est la fin d'un processus qui, au départ, est fait de règlements de comptes successifs dans lesquels, j'allais dire, personne n'a le beau rôle. Entre Sarkozy et Fillon, par exemple, qui sont les deux acteurs majeurs, je pense, de notre ouvrage, ils ont passé leur temps à se tirer dans les pattes. Et pour résumer, nous, ce qu'on conclut, c'est que Fillon a voulu tuer Sarkozy, s'en débarrasser, en quelque sorte, en instrumentalisant notamment la justice. Ça a rendu Sarkozy et les sarkozystes encore plus tout à fait dingues. Et ils se sont vengés, tout simplement. Et à l'arrivée, personne n'est vainqueur du côté de la droite. Mais c'est quand même 5 ans de haine entre les deux, pendant que l'un était tous les deux au pouvoir. Oui, on revisite ça, parce qu'effectivement, quand ils étaient entre 2007 et 2012, tous les deux au pouvoir, on se rend compte en fait que les médias, et on prêche contre notre paroisse parfois, c'est que les médias, parfois, n'ont pas tendance à aller fouiller les choses quand les choses se passent devant eux. En ce moment, par exemple, qui sait ce qui se passe réellement entre Macron et Édouard Philippe? Oui, c'est vrai. Il y a des tentatives d'explication, mais il n'y en a pas suffisamment. Non, il y a de l'analyse, Pourquoi, mais assez d'ailleurs peu d'informations. Oui. Parce que c'est compliqué, parce que c'est imperméable, parce que nous, on a la chance... C'est imperméable, pas tant que ça, parce que vous, on l'a vu quand vous êtes allé voir François Hollande, mais ça a été sorti après, quoi. Oui, mais on a la chance d'avoir du temps, nous, aujourd'hui. Donc on revient sur les affaires avec 2-3 ans de retard, et du coup, on a du temps et on fait émerger les choses. Nul doute, enfin j'espère en tout cas que la période actuelle sera revisitée par des journalistes d'enquête, et pourquoi pas nous d'ailleurs, dans 2-3 ans. Quoi. Ouais. Mais moi, ce que je trouve très bon dans le livre, c'est d'abord évidemment qu'il se lit véritablement très vite, allègre, vif. On n'est pas obligé de passer des heures sur un chapitre. Ce qui me frappe tout de même, c'est dans le livre, en général, une sous-estimation de François Fillon. Je veux dire, durant les 5 ans de Premier ministre, il vit l'enfer parce que Sarkozy le prend pour un collaborateur. Ensuite, évidemment, c'est la suite de la primaire. Il y a tout de même ce moment miraculeux de la primaire où la classe politique ne comprend absolument pas pourquoi il a été remarquable, alors que le citoyen le voit tout de suite quand il regarde les débats à la télévision. C'est ce qui me frappe tout de même. Oui, mais c'est vrai, c'est un des éléments qui a été totalement sous-estimé, je pense, à l'époque, alors par les observateurs, mais surtout au sein de la droite. Et plusieurs hommes politiques proches de Sarkozy, des Guéant, des Hortefeux, nous disent dans le livre, mais Sarkozy, il a jamais cru en Fillon président. Il le voyait même pas comme une menace. Absolument. Il le voyait comme quelqu'un d'un peu terne, qui incarnait une sorte de rigueur un peu ringarde. Et en plus, voilà, il dit, lui, il a une tête de victime. Enfin, il le sous-estimait totalement. Et jusqu'au bout, on l'a bien vu. Fillon, il était pas dans la course du tout. Et c'est vrai qu'il y a eu une sous-estimation, je pense, de ses qualités propres. Il a quand même des qualités, Fillon. Il a bossé son programme, etc. Mais surtout, il y a eu une sous-estimation de son orgueil
incroyable. Et ça explique beaucoup de choses. Oui, mais Rachida Dati, vous le dites dans le livre, a quand même à plusieurs reprises prévenu Nicolas Sarkozy sur le comportement de Fillon. Oui, mais Sarkozy est ainsi fait qu'il n'a pas que des défauts. C'est quelqu'un qui est un affectif. Voilà, il peut s'énerver très rapidement, on en sait quelque chose, mais il peut aussi se calmer très rapidement et revoir même ceux qui lui ont fait du mal, parce que c'est un pur politique, pragmatique. Fillon, c'est l'inverse. Il n'est pas du tout comme ça. Il est rancunier, secret, taiseux. Et donc, du coup, quand Rachida Dati parle à Nicolas Sarkozy, lui dit on devrait faire quelque chose, c'est pas possible, etc. Sarkozy lui dit non, laisse-le tomber, il tombera par ses propres turpitudes. Bon, la vérité, c'est qu'il a été un peu aidé quand même à tomber. Ouais. La manière dont Sarkozy, par exemple, a dominé sa colère lorsqu'il apprend l'affaire Jouillet, et on apprend par Rachida Dati qu'il le savait bien longtemps avant. Oui, alors c'est ce que nous révèle Rachida Dati, c'est que donc, quand on révèle nous-mêmes donc, le déjeuner Jouillet-Fillon en novembre 2014, déjeuner qui avait eu lieu quelques mois plus tôt, et déjeuner, il faut le rappeler, au cours duquel quand même François Fillon va voir le secrétaire général de l'Élysée du parti, enfin avec le Parti socialiste au pouvoir, pour demander à la justice d'être instrumentalisée, ou plutôt au pouvoir socialiste d'instrumentaliser la justice contre Sarkozy. C'est quand même quelque chose de c'est inédit, ça, quand même. Incroyable, c'est inédit en tout cas. C'est la première fois qu'on le sait, ou qu'on l'apprend. Ça s'est peut-être fait auparavant. Ouais. En tout cas, la suite dans un instant. Ouais, dans un instant, on va poursuivre. On va voir justement l'épisode des costumes, qui est quand même l'épisode qui joue la présidentielle, probablement, effectivement, hein, avec Bourgi qui téléphone à Sarko, etc. Enfin, c'est assez fabuleux de la manière dont vous le racontez. Et puis, on va revenir aussi sur Pénélope. Faut pas oublier qu'il va y avoir le procès dans un mois. Le 24. Et là, vous êtes allé mener l'enquête auprès de beaucoup de gens dans la Sarthe, de jeunes journalistes également. Et on voit que Pénélope, elle n'était pas souvent dans les différentes salles ou les différentes inaugurations, etc. Et que son travail d'assistante parlementaire. Ouais. Oui, elle était payée pour ça. Elle était peut-être payée pour préparer, en fait, ce qu'on vous a pas dit, quoi. Allez savoir. Bon, allez, on en parle dans un instant jusqu'à 10h et vous n'hésitez pas, vous nous appelez, vous commentez 0826 300 300. Et beaucoup d'appels au standard 0826 300 300 vous attend. Il est 9h29. Le Grand Matin Sud Radio. Engagement 24 mois. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et notre enquête du jour, on revient sur l'affaire Fillon, qui sera en procès d'ailleurs à partir du 24 février. Fillon a-t-il tué la droite? Et c'est à l'occasion de la sortie du livre d'Apocalypse Now, Les années Fillon, l'histoire secrète de la droite française, avec Gérard Davet, Fabrice Lhomme. Et ce matin, on en débat bien sûr avec le magistrat Philippe Gilbert et vos appels. Qu'est-ce que j'ai dit? Gilbert. Gilbert. Avec Daniel Gilbert, pourquoi pas. Tout coué, mais... Et vous savez quoi, je vais aller me coucher, je vais vous laisser ensemble. 0828 300 300, vous appelez au standard. Pardon, Philippe. Beaucoup de commentaires et notamment, hein, c'est ce qu'on disait déjà tout à l'heure avec Catherine qui disait oui, non, c'est pas en fait François Fillon et c'est la droite qui l'a tué. Et alors il y a Michel là, qui dit la droite a été tuée par celui qui tire les ficelles et aux manettes et qui fait la pluie et le beau temps. Je le nomme Sarko. Est-ce que c'est vraiment, d'après votre enquête, on le voit, ce n'est pas forcément ce que vous avez dit tout à l'heure, Nicolas Sarkozy en tant que tel, c'est plutôt son entourage, Gérard Davet ou Fabrice Lhomme. Nous, ce qu'on a réussi à établir clairement, c'est que c'est un scénario façon crime de l'Orient Express, c'est-à-dire qu'ils sont très nombreux à avoir tous une bonne raison de planter le dernier couteau dans le corps de François Fillon. Donc il y a effectivement les sarkozystes, ça c'est vrai, on le racontera avec l'affaire des costumes. Il y a évidemment les copéistes aussi, il y a ce SMS qui est échangé entre Jérôme Lavrieux et Jean-François Copé quand le Canard enchaîné sort et révèle l'histoire de Pénélope. Il y a un SMS où il y a marqué « Dieu existe » avec quelques points d'interrogation. Ils sont ravis. Ils sont ravis et ils sont au courant bien avant que la presse enquête là-dessus aussi. Et puis il y a aussi le pouvoir socialiste qui suit ça de très près malgré tout, la justice qui n'est pas très très loin. Il y a beaucoup de monde. Éventuellement Macron. Éventuellement Macron, bien sûr. Puisqu'il a été, alors, c'est très peu évoqué, d'ailleurs, Macron, finalement, dans votre livre, quoi. Hein, oui, mais parce que on essaie de parler... Hein. Voilà, il y a des rumeurs, mais les rumeurs, pour nous, elles ne valent pas grand-chose. Il nous fallait des informations. Et en termes d'informations précises sur l'implication éventuelle d'Emmanuel Macron dans la sortie d'informations gênant François Fillon, on n'en a pas, ou très peu. Il faut pas oublier qu'au moment où les infos vont sortir, Emmanuel Macron n'est déjà plus ministre de l'économie. Alors, on pourrait dire, oui, mais il avait tout anticipé, il avait
gardiez des billes pour au cas où Fillon serait un favori de la présidentielle. C'est pas très très crédible. Alors qu'il y a beaucoup plus d'éléments, en revanche, qui pointent le doigt vers la droite et surtout les sarkozystes. Encore une fois, vous l'avez dit, pas forcément Nicolas Sarkozy lui-même, mais les sarkozystes. Il a de puissants réseaux dans la police, dans la magistrature et dans les médias également, et ils savent bien faire. Mais c'est compliqué pour Nicolas Sarkozy, parce qu'il y a cette phrase qui est quand même très importante, où Sarkozy dit c'est digne de Pierre Laval. Donc, ce qui montre quand même l'impact de cette trahison pour Nicolas Sarkozy. C'est une violence sans nom. Il en souffre terriblement parce que pour lui, en fait, il faut bien comprendre que tous les coups sont permis en politique quasiment, qu'on peut se détester, se haïr, etc. Mais qu'il y a des choses qui ne se font pas. Et ce qui ne se fait pas, c'est d'aller voir l'ennemi pour vendre l'ennemi. En gros, c'est l'intelligence avec l'ennemi. Ça, c'est la rencontre avec Joulier. Pour lui, c'est un crime, ça. On ne fait pas ça. Voilà. Ouais. Et donc ça, de jour où il l'apprend, s'en est terminé quelque part de sa relation avec François Fillon. Donc ça, pour lui, c'est très important. Et peut-être des chances de François Fillon, parce qu'on n'exclut pas que dès 2014, en fait, sans que personne ne le sache, en fait, François Fillon est déjà condamné à cause de ce fameux déjeuner. Mais en même temps, ce qui est très bien, si on écarte Briand, qui est à un moment donné le questeur de l'Assemblée. Votre chapitre permet, me semble-t-il, de l'écarter. Il me paraît sincère. Vous portez l'accent sur d'autres pistes qui sont presque aussi intéressantes, finalement, pour dire qui a voulu tuer profondément François Fillon. Oui, alors donc, on va voir le chapitre Pénélope dans quelques minutes, parce que c'est particulièrement intéressant, et puis il y aura ce procès, en fait, dans un mois. Mais pour rester sur les sarkozystes, c'est Robert Bourgi, donc un homme des réseaux franco-africains, de la France-Afrique d'autrefois. Ami, il est un peu écartelé, parce qu'il est à la fois ami de Nicolas Sarkozy, et il est proche, en fait, de François Fillon. Et ça vous le racontez. Et à chaque fois, il joue le tampon entre les deux. Oui, c'est un personnage, on pourrait dire entre guillemets sulfureux, mais il aime pas trop qu'on le dise. Bon, c'est pas tellement le propos. La vérité, c'est que c'est un personnage incroyable. Robert Bourgi, quand vous rentrez dans son bureau, il y a des statuettes partout, il y a des photos de Sarkozy, de son grand homme, en particulier, le général de Gaulle. C'est un personnage incroyable. C'est un avocat qui n'a jamais plaidé, qui a beaucoup d'argent, qui est dans tous les dossiers, toutes les affaires, etc. Mais c'est un homme qui se pétrit de politique. Et donc, il est amoureux de Nicolas Sarkozy. Et il connaît aussi très bien François Fillon depuis 30 ans. Et donc, il va passer son temps à faire le retour entre les deux. Nous, on le savait, donc on a été le voir pour comprendre ça. Il nous a raconté beaucoup de choses. Mais raconter, c'est une chose. Vérifier, c'est une autre. Oui, c'est ça. Donc, oui, parce que comment le croire, en fait, sur la parole. vérité, c'est que Fabrice, on a fait une démarche avec Fabrice, c'est qu'on a demandé à Robert Bourgi de nous ramener ses carnets, ses agendas qu'il conserve chez lui dans sa maison en Corse, pour comparer ce qu'il nous disait aux réalités de son agenda. Et c'est vrai qu'il allait voir Fillon. Conversation enregistrée aussi. Oui, toujours. Il allait voir Fillon, et ensuite, une demi-heure après, il fonçait voir Sarkozy. Et ça, c'est vrai. Ils faisaient aller-retour constamment. Absolument. Et par ailleurs, toujours en matière de documents, parce qu'on essaie de documenter nos enquêtes. Il y a à la fois des interviews de personnalités, mais il y a aussi des mails, des SMS qu'on arrive à se procurer. Concernant Robert Bourgi, le fait, par exemple, qu'il ait payé des costumes, et même avant 2016, ou des chemises, ou qu'il ait fait des cadeaux à François Fillon, ça, on l'a documenté parce qu'on a obtenu des factures, tout simplement. Donc, certains ont tenté à un moment de décrédibiliser la parole de Robert Bourgi, qui est un personnage un peu fantasque, qui est un conteur d'histoire. Parfois, on se dit, est-ce qu'il en rajoute, etc. Mais de fait, ce qu'il a raconté, en fait, ça, nous, on l'a pu l'étayer assez systématiquement. Et surtout, vous montrez bien à quel point Bourgi est susceptible. Il y a des petites touches qui montrent à quel point le comportement de Fillon lui tape sur les nerfs, et il n'est pas loin de le lui reprocher. Le grand tournant, c'est quand il va à Sablé-sur-Sarthe, et que donc il y a effectivement la petite phrase de François Fillon. Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen. Alors là, il ne supporte pas, et il va voir Sarko, et Sarko lui dit, je t'avais prévenu. Voilà, c'est-à-dire que là, c'est la provocation ultime. Voilà, là, on a dit l'affaire Joulier, il se condamne à terme, et là, c'est le signal, c'est bon, on va le débrancher. En gros, c'est ce que disait Sarkozy. Il a été trop loin. Mais ce que disait Philippe Bilger était exact sur le côté susceptible de Robert Bourgi. C'est ça qui est passionnant d'ailleurs dans ces dossiers-là. C'est qu'il y a les enquêtes judiciaires, il y a les stratégies politiques, mais il y a aussi l'humain. Et Robert Bourgi, il n'a pas supporté que Fillon dézingue son ami Sarkozy, mais il n'a pas supporté non plus, à titre plus personnel, que Fillon, une fois qu'il gagne la primaire, il ne le calcule plus. Il ne répond plus à ses messages, alors qu'il le rince, il l'invite dans les meilleurs hôtels depuis des années, il lui offre des costumes, et d'un seul coup, il le traite pour un moins que rien. Et ça aussi, ça a contribué à sa vengeance. C'est une attitude assez générale de Fillon, tout de même. Lorsqu'il gagne brillamment la primaire, il s'en va. Et d'ailleurs, il
vous le dit. Grosso modo, s'il avait eu un message peut-être un petit peu plus tôt, il n'aurait peut-être pas tendu ce piège à François Fillon. Oui, parce que c'est Rachida Dati qui a la langue bien pendue et qui nous raconte beaucoup de choses et qui nous dit concrètement, Fillon, il n'a pas d'amis. C'est-à-dire qu'elle nous dit, même Jean-François Copé a des amis, mais Fillon n'a pas d'amis. Ouais. Et donc, il ne traite pas les gens. C'est-à-dire qu'il est élu, par exemple, et il disparaît 15 jours au ski. Et il ne traite pas les gens du terme traité en sens politique, c'est-à-dire les rencontrer, leur parler, les amadouer, les calmer. Elle n'a jamais raffolé de Fillon. Hein. Non, elle le déteste. Et il lui rendait bien, soyons clairs. Oui, il y avait une vraie... C'est d'ailleurs pour ça aussi que Dati a été suspecté à un moment donné d'avoir agité aussi le cours de la justice. On a pensé que c'était... Ouais. Et donc là, c'est un coup monté. Et Bourgi, d'ailleurs, dit à Sarko, tu vas voir, il va le payer. Et il lui dit pas précisément ce qu'il va faire. Et alors, il veut pas lui dire le détail pour, j'allais dire, ne pas l'impliquer trop, mais n'empêche qu'il est quand même impliqué, Sarkozy, parce que d'abord, il est au courant parfaitement qu'un piège se tend. Normalement, il était habilité à prévenir Fillon ou à dissuader son ami en disant mais non, ne fais pas ça, imagine les conséquences pour la droite, etc. Pas du tout. Il n'est pas mécontent, absolument pas mécontent de ce qui se passe. Et surtout, il y a ce coup de fil que nous raconte Robert Bourgi. Le lendemain des révélations qui révèlent donc cette histoire de costume, il a un coup de fil de Nicolas Sarkozy qui lui dit un seul mot et qui raccroche, et ce seul mot c'est merci. C'est quand même très fort. J'ai compris parce que c'est le lendemain qu'on précise pour les auditeurs, le lendemain où il y a les révélations dans le JDD. Exactement. Où on apprend donc il a fourni effectivement ses costumes pour 13 000 €. C'était un coup monté. Et c'était un coup monté. Et là, Fillon est étonné, il dit mais d'où vient la fuite, etc. Il y a quelqu'un chez Arnis qui a balancé quoi. Parce que pour lui, c'était pas un problème quoi qu'on lui fournisse des costumes. Le problème de Fillon, c'est que pour lui, rien n'a été un problème. Il n'a pas compris ces affaires qui lui sont tombées dessus. Ces costumes, il avait l'habitude en fait de se faire entretenir. Un ami m'offre des costumes. Où est le délit? Et d'ailleurs, il n'a pas été poursuivi en justice pour ça. Mais il se rend pas compte que dans l'opinion publique, c'est terrible. Quand on prône la rigueur et qu'on se fait offrir des costumes à 6 500 € pièce, ça choque les gens. Et par ailleurs, concernant Pénélope, c'est pareil. Jusqu'au bout de l'instruction, il comprend pas. En gros, de toute façon, tout le monde l'a fait. Et on a bien le droit d'employer sa compagne. De toute façon, ma compagne, elle m'aidait quand même un peu, etc. Il a jamais compris ce qui lui arrivait. Mais ce qui est fou, pardon Philippe, ce qui est fou, c'est que Bourgi avait un deuxième plan au cas où celui-ci ne fonctionnerait pas. Ce qui montre que vraiment il était parti dans une action de déstabilisation et de tuer Fillon. Il était dans une logique d'abattre le candidat Fillon en vol. Il a réussi avec son premier scud, mais il avait un deuxième scud qui était encore plus puissant, qui nous a révélé et qu'on a essayé de vérifier. Oui, et là, vous dites que... Bon... on ne l'a pas écrit pour une raison simple, c'est qu'il nous manque une confirmation. Voilà. Ouais. Et quand on n'a pas d'information, quand on n'a pas la confirmation, on ne peut pas l'écrire, c'est journalistiquement parlant. Oui, au 0826 300 300, vous êtes nombreux à réagir. Il y a Jean de Longjumeau qui est avec nous. Bonjour Jean. Bienvenue sur Sud Radio. Oui. Vous avez l'impression d'être dans un film. C'est un polar. Hein. Ah oui, là, c'est fort. Alors moi, je dois d'abord dire que j'aime bien ces deux journalistes pour une raison... simple, c'est qu'ils font leur vrai boulot, c'est-à-dire tant qu'ils n'ont pas la preuve, ils n'écrivent pas. Donc ils sont l'opposé de Facebook, ils sont l'opposé des réseaux sociaux, donc ils font un vrai boulot. C'est-à-dire quand on recoupe pas les infos, on les balance pas, quoi. Donc ça, déjà, je trouve ça génial. Enfin, c'est très bien, c'est leur métier, ils le font très bien. À chaque fois qu'ils écrivent un bouquin, c'est étayé. Et malheureusement, on est obligé de découvrir que si on a cru en Fillon. D'ailleurs, moi, je me suis rendu compte autour de moi que les gens disaient « Ah non, pas Fillon, pas lui ». C'est-à-dire que cet homme incarnait la rigueur gaulliste. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que beaucoup de gens de droite attendent de retrouver la rigueur, la droiture, l'honnêteté intellectuelle, financière d'un De Gaulle. Et effectivement, je pense que la phrase qu'il a sortie, bien évidemment que le général de Gaulle, déjà qu'il avait demandé à Pompidou de passer ses vacances en Auvergne et non pas à Saint-Tropez, parce qu'il y a des choses que les Français n'accepteraient pas. Et donc c'était l'anti-bling-bling, Fillon. Et ce que je trouve malheureux, c'est qu'on n'a pas, à cause de tout ça, on n'a pas eu de débat. Pourquoi il s'est fait dézinguer? Pourquoi le Canard enchaîné est sorti une fois qu'il a gagné les primaires? Parce que personne, a priori, l'a vu arriver. Tout le monde pensait que Juppé allait gagner haut la main. D'ailleurs, on est passé d'un président qui aurait dû être vieux à un président qui est jeune. Oui, c'est vrai. C'était vendu dans toute la presse. Mais c'est vrai que la réaction, ça a été de dire Fillon, pas lui, quoi. C'est-à-dire pas lui. Mais moi, je pense quand même que effectivement, il a utilisé les pratiques que leur donne l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que moi, si j'étais député, ma femme est extrêmement compétente comme assistante sociale, et je vois pas pourquoi je la prendrais pas si la loi m'en donne l'autorisation, parce qu'elle est compétente, parce que j'ai plus confiance en ma femme qu'en quelqu'un de différent, enfin que je connais pas. Donc moi, je trouve qu'il a pas volé.
il a pas piqué du fric, il a utilisé un système que tout le monde utilise aujourd'hui. Alors, il y a une nuance, si je peux me permettre, c'est donc Gérard Davet. Ouais. La nuance, c'est que votre femme, j'en suis sûr et même persuadé, elle aurait travaillé. Là, Pénélope Fillon, et là, c'est très clairement étayé par notre enquête et celle des policiers aussi d'ailleurs, et c'est qu'elle n'a pas travaillé du tout. Elle a été très bien payée pendant de longues années sans travailler. Et ça, c'est ce qu'on appelle un emploi fictif. Est-ce qu'aujourd'hui tout ça a changé? Moi, j'en suis pas convaincu. Il y a des règles qui ont été votées. Ils ont assaini un peu tout ça quand même. Non mais là vous avez raison, hein, Jean, c'est que c'était des pratiques qui étaient assez courantes, d'avoir sa famille qui travaillait quand on était parlementaire d'une manière ou d'une autre, ou quand on était élu, on faisait travailler un petit peu tout le monde autour. C'était des petites entreprises, quoi. Et c'était le monde politique tel qu'il était, avec il y avait quelques avantages pour ça, non seulement pour eux, mais en même temps parce que c'est vrai qu'ils donnent beaucoup, ils travaillent 7 jours sur 7, ils sont très engagés, donc on peut comprendre, mais il y avait évidemment toutes ces dérives que vous racontez. On va continuer dans un instant avec vous, on va marquer une légère pause, on va revenir justement sur Pénélope, parce que vous êtes allé sur le terrain aussi dans la Sarthe pour savoir si elle menait un véritable travail d'assistante parlementaire, si elle fixait des rendez-vous, si elle était aux inaugurations, etc. Et là, il y a des voix quand même qui, certains ne voulaient pas parler, puis après ils ont quand même parlé. On va voir ça puis on dans un reviendra instant. Surtout sur la rapidité de la justice, et là Philippe Bilger, c'est un petit peu son domaine. C'est trop rapide. Restez avec nous, on revient dans un instant, il est 9h45. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Il est 9h48, c'est la suite de notre enquête ce matin. Fillon a-t-il tué la droite, avec la sortie de ce livre Apocalypse Now aux éditions Fayard, avec Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Et puis vos messages au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux, comme Sam qui nous dit car Sarkozy a commencé le travail et Macron l'a fini. Fillon n'est qu'une pauvre victime collatérale sans grande envergure. Voilà. Et ça fait dire ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe Bilger, que finalement Fillon a toujours été victimisé. Et Nicolas Sarkozy dit toujours « Moi, j'avais une tête d'agresseur et lui avait une tête de victime. » C'est exactement ça. C'est Rachida Dati qui nous rapporte ce propos et c'est assez bien résumé, sauf que ça ne s'est plus vérifié à la fin, où c'est devenu une victime, mais une victime de la justice. Oui, une tête de victime qui était gangrenée par l'envie, la jalousie, le secret et une immense conception de lui-même. Exactement, on en parlait, un orgueil démentiel. Ouais. Et puis alors il y avait beaucoup de secrets, alors y compris dans les secrets le fait que Pénélope travaillait, et ça il y a beaucoup de gens qui l'ont appris après, en se disant et alors vous êtes allé sur le terrain, vous avez vu secrétaire, etc. Une journaliste aussi du côté de Sablé-sur-Sarthe qui connaissait bien les Fillon et qui n'a pas vu Pénélope plus que ça travailler, quoi. Non, c'est-à-dire que Gérard Davet. Il y a eu à la fois l'enquête des enquêteurs, des policiers qui sont allés, qui ont demandé à tous les témoins locaux de s'exprimer sur procès-verbal pour raconter leur Pénélope Fillon. On a consulté tout ça et évidemment, il n'y en a pas un seul qui puisse dire que effectivement Pénélope Fillon était omniprésente en tant qu'assistante. Pourtant, elle était payée plus de 3 000 € par mois. Elle ne faisait rien. Elle n'apparaissait nulle part. Elle passait la tête une fois tous les 15 jours à la mairie pour transmettre éventuellement un agenda de son mari, etc. Mais ça s'arrête là, quoi. Et puis il y a notre enquête à Loutre-Terran, on y a été 2 fois. On y a passé du temps. On a revu ces témoins-là et qui nous ont tous confirmé qu'effectivement, par exemple, il y a un élément très clair qui était donné par les Fillon dans leur défense. Ils disaient souvent le week-end, il y avait des gens qui venaient au manoir et qui tapaient à la porte et qui voulaient. Et je les recevais, moi, Pénélope, pendant que mon mari était à la cuisine parce qu'il aime pas trop les gens, etc. Et je les recevais et je transmettais. C'est ce qui est dit dans les procès-verbaux. On essaie de le vérifier sur le terrain. Ils sont très nombreux à nous dire mais pensez-vous vraiment que l'on puisse rentrer chez les Fillon comme ça et qu'on ose le faire connaissant le caractère des Fillon? Et moi-même, j'ai essayé de taper à la porte des Fillon. On ne peut pas taper à la porte. Il y a un portail. Voilà. Donc, de toute façon, on ne peut pas rentrer comme ça. Donc, c'était pas crédible. Et c'est ça, tout le temps, tout ce qu'on a essayé de vérifier, il s'est avéré qu'effectivement, Pénélope Fillon n'était pas présente parce que, et on ne peut pas lui reprocher, c'est une dame qui est discrète, posée, mesurée. C'est vrai, en creux, d'ailleurs, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, vous faites le portrait aussi de Pénélope Fillon, dont on va beaucoup parler dans un mois à l'occasion du procès. Oui, parce que évidemment, elle est au cœur de l'affaire, mais je pense au cœur d'une affaire qui la dépasse totalement. Je pense que concernant son implication dans les rémunérations, on va dire suspectes dont elle a bénéficié, il y a encore un doute sur sa connaissance exacte de pourquoi elle faisait ça, à quel moment, etc. C'était évidemment François Fillon qui tirait les ficelles, y
y compris en instrumentalisant son suppléant Marc Joulot, en lui demandant, lui à son tour, quand il prend sa place, d'embaucher Pénélope, etc. On a l'impression qu'elle subit les événements. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est totalement innocente, même si c'est la justice de le dire, puisqu'elle est renvoyée devant le tribunal. Mais je dirais qu'on ne peut pas la mettre sur le même plan que son mari, qui lui, pour le coup, a mis un vrai système en place. Nous, on parle de PME familiale, qui consiste à prendre de l'argent dès qu'on peut, en utilisant sa femme, son fils, sa fille, qui les uns et les autres vont être rémunérés. Train de vie, quoi, qu'il fallait un peu assurer, quoi. C'est ça. Il avait plusieurs enfants. C'est Roselyne Bachelot qui nous le dit assez clairement, qui nous dit on ne passe pas. Il touchait grosso modo 22 000 euros net par mois à Matignon. On ne passe pas de 22 000 euros net par mois avec 5 enfants, une femme, un manoir, etc. à 6 000 en tant que député, ce qui est quand même pas rien. À 6 000 net par mois, il fallait trouver d'autres revenus, d'autres façons. Est-ce que c'est incroyable, Roselyne Bachelot, comme d'autres, qui découvrent un peu ça finalement aussi par la suite, quoi. Oui, elle découvre son Fillon, qu'elle connaît par cœur, son François, et elle le découvre et elle lui pardonne rien, mais elle lui pardonne tout parce que c'est son ami. Mais ce qu'il y a d'intéressant au sujet de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il y en a quelques-uns tout de même qui, avant même le déclenchement du scandale, sentaient à quel point Fillon n'était pas net, tout de même. Presque trop poli, trop correct pour être totalement honnête. Oui. Il faut reconnaître les intuitions de Sarkozy sur les autres. De Jean-Louis Debré aussi. Jean-Louis Debré aussi. Oui, mais je préfère prendre Sarkozy comme exemple. Mais que vous n'êtes pas suspect. Au-delà de Sarkozy et Debré, après, il y a, j'allais dire, ses ennemis intimes, Jean-François Copé et son bras droit, en quelque sorte, Jérôme Lavrieux. Tous ces gens, quand même, nous disent que nous, en gros, Fillon, on l'a jamais senti. Et c'était pas seulement une rivalité politique ou stratégique. On avait le sentiment que ce type cachait quelque chose. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est apparu en pleine lumière brutalement, mais certains à droite se doutaient de quelque chose, mais n'imaginaient pas l'ampleur de tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a trouvé. Il incarnait certaines valeurs pour beaucoup d'électeurs potentiels, comme ce que nous disait Jean tout à l'heure au 0826 300 300. Et il y a une autre réaction avec Joseph qui nous appelle du Gard. Bonjour Joseph. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Joseph. Bonjour. Voilà. Alors il y a plusieurs questions en fait dans vos questions. Donc voilà, vous parlez de Madame Fillon, Monsieur Fillon. Moi je vais prendre à l'essentiel, c'est-à-dire que votre question première, donc c'est est-ce que Monsieur Fillon a fait dégringoler la droite. A tué la droite. C'est ça, ou a tué la droite. Alors pour moi personnellement, on ne peut pas mettre le poids sur une seule personne, c'est trop facile. Moi, je pense que la politique aujourd'hui qui est menée par nos dirigeants, de tous les partis de toute façon confondus, n'est plus adaptée. Malheureusement, n'est plus adaptée aux besoins de nos citoyens. Donc c'est vrai, la droite a fait du boulot fut un temps, ça a plus ou moins bien fonctionné, mais simplement elle a mis en place une machine que M. Macron aujourd'hui, qui est à la tête de notre beau pays, continue à mettre en place. Donc moi je pense que c'est Monsieur Fillon pour moi ça a été quelqu'un qui a été mis là pour après subir ce que vous savez. Mais moi je suis pas persuadé de ça. Vous n'êtes pas persuadé qu'il a tué la droite. Il est une victime collatérale, finalement, de règlement de compte au sein de la politique aussi, et du camp de droite, là, en l'occurrence. Même si on peut supputer qu'à gauche aussi, certains n'étaient pas mécontents, et peut-être aussi Emmanuel Macron. Mais tous les partis politiques, avec tout le respect que je dois à ces partis, sont appelés à disparaître. Alors de quelle manière, je sais pas. Alors ça sera peut-être demain parce que mondialiste, ami, ça. Enfin, je sais pas. On peut pas prévoir l'avenir. Je regardais un reportage, je vais finir là-dessus, hier soir, donc de notre ami Bernard Tapie, avec qui je suis en relation quotidienne. Quotidienne. Oui, j'ai pleuré devant cette émission hier soir parce qu'on le voit, il est très affaibli. Voilà. Et mais il est encore battant, il se bat en fait. Toujours. Non, mais je dois l'appeler tout à l'heure. Et ça reflète bien tout ce que ces mondialistes peuvent faire pour détruire des personnes. Et je pense que moi, Monsieur Fillon, pour moi, c'est quelqu'un qui subit. Qui a subi, et son épouse, elle est restée dans l'ombre, il y a eu des enquêtes, moi ça me fait rigoler, de tout ce que j'entends, parce que si on va vraiment
fond des choses et qu'on cherche sur d'autres personnes, il y a beaucoup. Non, mais ça c'est vrai. Voilà. Mais, Merci beaucoup, Joseph. Merci, merci Joseph. On comprend qu'effectivement, en toile de fond, ce que vous dites, c'est qu'il y avait un système et que ce système s'est écroulé. Il s'est écroulé à l'occasion de la présidentielle et que demain, on ne sait pas vers quoi on va. D'ailleurs, vous l'abordez un petit peu, vous abordez la suite de la droite. Vous ne vous prononcez pas totalement. Non, on dit concrètement que la guerre des trois aura lieu. Pécresse, Barouin, Bertrand. Il y en a un qui s'agite vraiment et qui affûte ses ambitions, c'est Xavier Bertrand, et qui avance en terrain découvert. Voilà. Et donc, à un moment donné, ces trois-là vont se confronter forcément. Non, ce qui s'est passé à droite, simplement, c'est que c'était comme s'il y avait une grande tablée de cannibales. Voilà. Ils se sont tous mangés les uns les autres. Voilà, les cannibales. Un peu à gauche aussi. Ça a été la vraie différence, c'est qu'à droite, ils se sont mangés tous les uns les autres. Alors qu'ils devaient gagner, quoi. Oui, et puis il y avait un maître d'hôtel qui était là pour surveiller tout ça. C'était Macron, il en a profité. Et en vérité, à droite, ils se sont battus pour des problèmes personnels, souvent, en utilisant la justice. Alors qu'à gauche, ils se sont battus pour des querelles idéologiques. Et dans les deux cas, ils sont ratiboisés. Mais voilà. C'est ce que dit Hollande, d'ailleurs. Oui. Merci. On pourrait encore en discuter pendant. Discuter. Et donc, moi, je vous conseille ce livre, Les années Fillon, l'histoire secrète de la droite française. Que vous soyez d'accord ou pas, d'ailleurs. C'est aux éditions Fayard, mais c'est bien documenté. Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Et vous apprendrez toutes les coulisses et des révélations dont on a parlé, en fait, tout à l'heure, qu'on a effleuré aussi. Et donc, vivement le prochain, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, Philippe Bilger, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Gérard Davet, Fabrice Lhomme. Et merci pour ce livre. Merci, Patrick, pour cette joie de vivre que vous me donnez tous les matins. C'est la journée des câlins, c'est pour ça. C'est pour ça que je vous dis ça. La journée internationale des câlins. On va se les faire. On va tout filmer. On va se faire des câlins. Bougez pas, on revient dans un instant. Dans un instant, Dédé Berkoff sur le pont et évidemment toutes les émissions cet après-midi.